Je peux me joindre à vous deux à l'improviste? Ces 8 mots, tapés par Sean Combs dans un simple texto, résonnent aujourd'hui comme une détonation dans un tribunal new-yorkais saturé de secrets. Jour 29, 7e semaine. Le procès que l'Amérique pensait impossible se transforme en thriller judiciaire à rebondissement continu. Des agents fédéraux analysent des gigaoctets de messages codés, les médias campent devant la porte et les réseaux sociaux tournent à plein régime sous le hashtag Wild King Mode. Pendant qu'un jury stoïque décortique des vidéos jugées trop sensibles pour le grand public, la réputation d'un empire musical vacille sur un fil. Imaginez l'atmosphère. Néon lumineux, silence lourd, et cette tension presque palpable qui s'accroche au banc de bois. Chaque page lue, chaque extrait projeté semble rapprocher un peu plus Didi du gouffre, ou dévoiler de nouvelles failles dans l'accusation. Entre les allusions à des hôtels de luxe méticuleusement préparés en coulisses et les virements à 6-0 exécutés au cœur de la nuit, on peine à démêler ce qui relève du fantasme orchestré et ce qui tient d'un potentiel délit organisé. Le décor dépasse le simple scandale de célébrité. Il s'agit d'un test grandeur nature pour la loi RICO, souvent réservée aux mafias classiques, appliquée ici à un magnat du hip-hop accusé d'avoir bâti un réseau d'obéissance et de plaisir extrême. Les procureurs parlent de contrôle, d'un hub and spoke, où l'artiste serait la roue maîtresse. La défense, elle, martèle qu'il ne s'agit que de relations adultes, peut-être toxiques, mais consenties. Et pourtant, derrière chaque capture d'écran, on entrevoit un balai millimétré, loge vidée à l'avance, staff prié d'éviter le couloir, nom de code pour chaque invité. Lorsque l'agent Cerciello lit 911 Freak Emergency, la salle entière retient son souffle. Qui pianote ce genre de message si tout est vraiment spontané? Reste une question obsédante. Le jury entend-il une bande-annonce sulfureuse ou un aveu déguisé? Dans quelques jours, leur verdict scellera peut-être l'avenir de l'une des figures les plus influentes de la culture pop. Mais avant le clap final, replongeons dans la journée qui a fait basculer la dynamique du procès. Car ce qui s'est joué au lever du rideau promet bien des secousses, et ce n'est que la première étincelle. Dès 8h45, l'auditoire découvre un détail qui fait jaser les attachés de presse. Didi a troqué ses pulls bleu acier habituels contre un orange mandarine presque fluorescent. Un choix vestimentaire anodin? Pas vraiment. Dans une affaire où chaque geste est scruté, ce contraste annonce un changement de ton. Le producteur, penché sur une liasse de documents, paraît chercher une brèche dans le mur d'accusation qui se dresse devant lui. Sa posture trahit une concentration fébrile. Doigts qui tapotent la table, regard qui calcule l'horizon judiciaire. En face, l'agent spécial Joseph Cerciello reprend place au pupitre. Ses réponses méthodiques, parfois glaciales, ont déjà plongé la défense dans l'embarras. Pourtant, ce matin, c'est l'avocate Tenny Geragos qui s'avance avec la détermination d'un tireur d'élite. Dans son cartable, des dizaines de textos imprimés où s'entremêlent emojis, cœurs, demandes de pills et instructions pour contourner la sécurité. Elle sait qu'une seule conversation hors contexte peut semer le doute dans l'esprit d'un juré. La juge Subramanian, imperturbable sous son chignon tiré, rappelle les règles. Pas d'écran grand public lorsque les vidéos deviennent trop sensibles. Les journalistes soupirent, les jurés ajustent leurs casques audio. La salle se met en apnée. Car ce n'est pas seulement un procès, c'est aussi un plongeon dans l'intimité brute d'un empire du spectacle, monté au ralenti sur grand écran. En toile de fond, les chiffres tournent en boucle, 6 chefs d'inculpation, plus de 34 témoins, et une peine potentielle qui pourrait transformer un palace en cellule fédérale. Les procureurs déroulent la chronologie comme un script d'espionnage. Cache zélé, billets d'avion en première classe, hôtel 5 étoiles devenu zone tampon pour des soirées dans très privées. La défense, elle, prépare déjà le contre-feu, un argumentaire selon lequel rien ne prouve une pression, encore moins l'existence d'un complot structuré. Dans le box, Didi lève brièvement les yeux lorsque son propre message apparaît. Le personnel part. Reste tranquille. Sur le papier, la phrase semble banale. Mais dans la bouche de l'accusation, elle devient la pièce d'un puzzle sombre où chaque minute est orchestrée pour dissimuler.
Les murmures gagnent les travées réservées au public. Même les plus blasés sentent qu'un rideau vient de se lever, révélant la mécanique d'une vie trop luxueuse pour rester secrète. Et pourtant, une incertitude persiste. Les jurés voient-ils un businessman prévoyant ou un stratège de la transgression? C'est dans cet espace gris, entre fascination et incrédulité, que la bataille va se jouer. Car ce que Geragos s'apprête à dégainer pourrait bouleverser l'équilibre, et la suite risque de vous surprendre. Tenny Geragos se lève, talon net sur le marbre, prêt à atomiser l'agent Cerciello à coups de capture d'écran. La salle perçoit aussitôt le changement d'énergie. Le ton n'est plus à l'analyse froide, mais à la démonstration choc. Première salve, décembre 2021. Jane supplie Sly, un certain entertainer, de faire un aller-retour éclair malgré Noël. On peut se voir même pour 24 heures. Ici, l'avocate plante sa graine. Si Jane négociait d'elle-même, où était la contrainte? Elle enchaîne avec avril 2022. Combs confesse par texto ses crazy fantasies, mêlant Jane et un autre homme nommé Léo. Jane répond qu'elle n'a pas eu Didi pour elle seule depuis 5 mois. La répartie de Combs via SMS sonne presque douce. Ce que tu veux. Un duo consentant? Geragos laisse le doute s'installer avant de matérialiser la suite. Léo rejoint littéralement le chat. Sur l'écran, des émojis feu et cœur se succèdent, tandis que le greffier prend note, sans sourciller. Puis vient le célèbre 911 Freak Emergency. Didi écrit à Paul que le personnel est encore là. Jane, déjà coiffée et maquillée, confirme l'heure. Coast clear à 21h30. L'allure est militaire. Plan d'entrée, sortie de secours et règle numéro 1, pas question de croiser les majordomes. Geragos brandit chaque message comme une preuve que Jane orchestre autant qu'elle obéit. Pour sceller les faits, l'avocate fait projeter 7 clips très explicites, sont coupés pour le public. Casque sur les oreilles, les jurés restent de marbre, mais quelques mâchoires se contractent. La caméra furtive montre Didi crispé. Aucun dance move spectaculaire, seulement ce bref tremblement de sourcils quand surgit un gros plan en slow motion. Geragos frappe enfin là où ça fait mal. Elle superpose la chronologie des vidéos au message « Tout était parfait hier soir » envoyé par Jane à l'aube. Sa narration sous-entend que l'accusatrice prenait du plaisir, qu'aucun pilier légal du Mann Act n'apparaît. Dans l'ombre, les procureurs notent chaque insinuation pour le contre-tir. Dernière phrase de Geragos, voix basse. « Messieurs, dames du jury, est-ce l'histoire d'une victime ou celle d'une partenaire qui maîtrise son propre scénario ?» Puis elle se rassoit, sûre d'avoir marqué un point. Mais les codes secrets révélés ensuite vont donner une dimension encore plus troublante à ce récit. À peine la projection passée, la défense révèle l'existence d'un langage codé digne d'un thriller d'espionnage. Exemple, quand Combs transfère la photo de Shaquille O'Neal, ce n'est pas un simple mème. Le nom Shaq désignerait un entertainer XXL prêt à rejoindre la soirée. L'écran affiche le cliché et le texto laconique « Need help, LOL ». Une plaisanterie anodine ou la signature d'une opération bien rodée. Geragos déploie ensuite 2 thermomètres internes, Wild King Mode contre Sac Gucci actif. Dans la bouche de Christina Coram, l'assistante surnommée Kaka, ces formules évaluent le niveau d'excès de leur patron. Le premier signifie « soirée débridée ». Le second indique que les « goodies » sont déjà sortis. Brandon Paul répond, je cite, « Entre les deux, comme on commenterait la météo ». L'audience frémit. Aucun lexique officiel ne vient expliquer ces gradients, mais tout le monde comprend l'allusion. Autre fragment. L'obsession des NDA, ce sont des contrats de confidentialité qui empêchent une personne de divulguer ce qu'elle a vu ou vécu. Août 2023, Jane rassure Combs. Il signera les papiers. Elle ajoute en plaisantant « Espérons qu'ils ne connaissent personne qu'on connaisse LOL ». L'échange montre une crainte quasi paranoïaque. Préserver le secret avant tout. Pas de signature, pas de fête. Cette rigueur corporate jure avec l'image de parties improvisées. Les messages révèlent enfin une logistique millimétrée. Alias P pour Paul afin de duper la sécurité. Staff écarté du couloir. SUV en stand-by pour évacuer à l'aube. Même la phrase
Attends, le personnel est assez dehors prend un double sens. Garder la face publique tout en poursuivant le privé. À mesure que ces codes se dévoilent, la salle réalise qu'elle trempe dans un jeu d'ombre et de miroirs. Est-ce la preuve d'un complot tentaculaire ou simplement les précautions d'un milliardaire traquant les tabloïds? Impossible de trancher encore. Ce sera désormais au parquet de transformer ces symboles en actes criminels concrets. Un défi que Maureen Comey compte bien relever dès la prochaine passe d'armes. Au terme de 3 heures de tir croisé, la procureure Maureen Comey se lève comme une lame de fond. D'ordinaire posée, elle hausse d'emblée le ton. Agent Cerciello, ces relevés bancaires montrent-ils que Sean Combs a payé le billet d'avion de Cabral W d'un État à l'autre? Avant même que la réponse fuse, la défense bondit. Objection. La juge ordonne un aparté, mais le message a déjà frappé le jury. L'argent de Didi circule, et pas seulement pour des soirées privées. Après le bref sidebar, Comey reformule, légèrement moins direct, mais le sous-texte reste percutant. Un déplacement entre États peut être interprété comme un élément d'activité irrégulière. Elle clôt son interrogatoire en martelant qu'aucun tableau récapitulatif du gouvernement n'a pu inclure chaque message tant il y en a. Sous-entendu, si la défense a trouvé des échanges à connotation volontaire, qu'en est-il des milliers d'autres, non présentés? À cette allusion, quelques jurés échangent un regard, et s'il manquait encore des pièces plus dérangeantes, le timing est parfait. Le ministère public annonce qu'il repose son dossier. 6 semaines, 34 témoins, centaines de pièces à conviction. Désormais, la balle passe à la défense. Dans la salle, on sent ce petit vertige des fins de marathon. La montagne d'éléments vient d'être scellée. Rien ne pourra plus être ajouté, sauf plaidoirie finale. Comey se rassoit sans un mot de plus. Son regard vers le banc des jurés se passe de commentaires. Retenez surtout les flux financiers et les distances. La tension retombe, mais la juge ordonne une courte pause. Les journalistes sortent en trombe pour diffuser l'alerte. Le parquet a terminé sa présentation. Sur X, le hashtag Freak Emergency grimpe encore d'un cran. Mais la défense prépare déjà son propre coup de théâtre. À la reprise, Alexandra Shapiro se lève et invoque la règle 29. Motion d'acquittement immédiat, faute d'éléments suffisamment solides. Procédure courante mais rarement victorieuse, elle sert ici de vitrine à une démonstration chirurgicale. Pas de structure criminelle claire, affirme Shapiro, seulement un homme et ses collaborateurs, sans accord explicite pour transgresser la loi. Elle rappelle que Kaka n'apparaît qu'en 2016 alors que la prétendue organisation remonterait à 2004. Un écart de 12 ans difficile à combler. Messages affectueux, vidéos de moments complices. Selon elle, Combs reçoit des échanges qui témoignent d'un lien volontaire. Pas de volonté manifeste de nuire, argue-t-elle en citant les transferts consentis et les cadeaux assumés de Jane. Les seuls invités masculins sont artistes ou accompagnants. Pas d'activité marchande avérée, donc absence de fondement pour une infraction fédérale. Autre chef d'accusation, trop peu concret, photos manquantes, témoignages évolutifs. Shapiro pointe 11 entrevues de Capricorn C, sans mention du fameux appel Kid Cudi, selon elle, preuve que le récit a changé dans le temps. Aucun témoin ne relie directement Combs à l'incendie du véhicule, rappelle-t-elle. Son argumentaire dure à peine 30 minutes, mais chaque phrase est affûtée. Elle conclut « La loi exige davantage que des vidéos embarrassantes et des messages ambigus. Elle exige des preuves de structure délibérée. Et ces preuves manquent. » Un murmure traverse le public. La défense vient de condenser 7 semaines de débat en un doute légitime. La juge réserve sa décision. C'est courant. Mais psychologiquement, l'impact est là. Et si tout s'effondrait avant même la plaidoirie finale? Dans le box, Didi esquisse un léger sourire. Reste à savoir s'il choisira de prendre la parole lui-même. Et ce choix va déclencher la scène suivante. Les lumières se rallument à peine que la juge Subramanian convoque Sean Combs pour la traditionnelle allocution. Elle doit s'assurer que l'accusé comprend bien son droit fondamental de témoigner, ou de se taire. Didi se lève, costume ajusté, l'air presque serein. La magistrate lui demande « Monsieur Combs, avez-vous décidé de prendre la parole ?» Silence suspendu, puis la réponse tombe, douce
mais ferme. C'est ma décision, votre honneur, et je choisis de ne pas témoigner. Personne n'a le temps de respirer qu'il enchaîne. Regard droit. Et permettez-moi de dire que vous faites un excellent travail. Dans un procès où chaque mot pèse une tonne, cette flatterie détonne. La juge esquisse un demi-sourire, puis reprend son sérieux. La salle, elle, hésite entre un souffle amusé et la stupeur. Certains y voient l'habileté du showman qui sait retourner une atmosphère. D'autres perçoivent un dernier acte de contrôle, dire au tribunal qui tient la scène. Didi regagne sa chaise, croise les bras, laisse planer un calme presque théâtral. Ce choix stratégique, éviter le contre-interrogatoire acéré que prépare l'accusation, protège peut-être l'artiste de questions embarrassantes sur les 911 freak emergencies ou les transferts bancaires. Mais il prive aussi le jury d'une version directe des faits, laissant leur seule voix se débattre dans un océan de textos. Dans les rangs des observateurs, le débat s'enflamme déjà. Bravade ou prudence, coup de génie ou aveu silencieux, le procès vient de perdre son potentiel moment hollywoodien, l'accusé à la barre, mais il gagne un parfum d'incertitude bien plus puissant. Car sans sa voix, ce sont les messages cryptés, les vidéos et les sous-textes qui parleront à sa place. Et pendant que la salle digère cette révérence inattendue, la défense dégaine l'ultime tour. Un contre-dossier éclair, prêt à semer le doute avant la fin de la journée. Changement de rythme brutal. Après 6 semaines d'une machinerie fédérale imposante, la défense annonce qu'elle n'aura besoin que d'une demi-heure. Ana Estevao ouvre le bal en feuilletant des dizaines de textos signés Cassie Ventura. « Tu es mon meilleur ami. Sois mon petit fric. Le travail d'équipe fait des miracles. » Les phrases s'enchaînent comme les souvenirs d'un couple fusionnel, loin des récits de contrôle. Toute l'attention montrait qu'à l'époque, l'artiste et sa compagne naviguaient entre passion, jeu volontaire et langage intime. Tenny Geragos prend le relais. Lit un passage décrivant un certain Daniel Philippe, alias compagnon parallèle supposé, exprimant de la jalousie lorsque Didi passait du temps avec Cassie. L'auditoire retient un rire discret. La défense souligne que même les tiers invités développèrent des sentiments, preuve, selon elle, d'une ambiance plus nuancée que celle dépeinte par l'accusation. Puis vient le listing des incohérences. 11 entretiens de Capricorn Clark, sans mention de l'appel Kid Cudi. Les premières déclarations de Mia qui n'évoquent jamais une initiation imposée. Ou encore Brianna Bongolan qui, dans ses récits initiaux, n'évoque pas la menace indirecte. Chaque oubli devient un grain de sable dans l'engrenage de l'accusation. Peut-on condamner sur des souvenirs mouvants? Enfin, Geragos projette des photos où l'on voit Cassie décorer une suite d'hôtels pour la Saint-Valentin. Pétales de rose, guirlandes, bougies, une ambiance romantique, non contrainte. La chronologie, insiste l'avocate, montre que les tensions sont apparues après les moments intimes, comme dérive d'une relation instable, mais non comme système structuré. 30 minutes plus tard, la défense dépose le micro. Elle repose. Dans la salle, l'effet est ambivalent. Cette brièveté intrigue, soit le dossier de l'accusation est fragile, soit la défense mise tout sur la confusion. Difficile de savoir. Mais une chose est sûre, l'horloge tourne, et le jury sent que le moment de vérité approche. Les lumières du tribunal se sont éteintes pour la journée, mais le film continue de tourner dans nos têtes. D'un côté, l'accusation brandit des dizaines de gigas de messages codés, des virements à 6-0, l'ombre d'un réseau aussi discret qu'implacable. De l'autre, la défense martèle le mot « consentement », agite des textos amoureux, pointe les trous de mémoire et convoque la complexité d'une relation toxique. Entre les deux, 12 jurés désormais seuls face au casse-tête, démêler l'intimité sulfureuse d'une star de l'industrie d'un éventuel engrenage criminel. La loi RICO n'a jamais été conçue pour juger des fantasmes. Pourtant, c'est bien elle qui plane au-dessus de Sean Combs, prête à transformer un empire en mirage si la conspiration est avérée. Mais si le doute s'installe, ce même empire pourrait ressortir blanchi, avec, dans son sillage, un débat explosif. Jusqu'où peut-on criminaliser les excès privés des puissants? Au fond, le procès révèle une autre bataille, moins visible, celle de la narration. Qui contrôle l'histoire
contrôle le futur. Les procureurs montrent une toile d'araignée. La défense répond par un puzzle sentimental incomplet. Les journalistes, eux, composent la bande-son en temps réel, amplifiant chaque mot-clé. Wild King Mode, qui Freak Emergency. Et nous, Blexotete, spectateurs, oscillons entre fascination et malaise, pris dans le clair-obscur d'un spectacle où l'on ignore encore s'il faut applaudir ou détourner le regard. Dans quelques jours, un verdict fera taire le vacarme, ou l'allumera pour de bon. Mais quelle que soit l'issue, une question restera suspendue. Derrière les paillettes et les comptes bancaires mirobolants, qu'est-ce qui distingue le pouvoir du dérapage? Une ligne fine, invisible, que chacun croit tracer différemment. À vous de décider où elle se trouve, et d'attendre, le souffle retenu, le dernier acte.